Une critique cinéma a pour modeste ambition de rendre public quelques-unes de mes critiques de films. N'étant ni chercheur ni théoricien dans le domaine, je n'entends pas certifier de quelque manière qu'il soit le bien fondé de mes analyses. Mais je souhaite faire partager une certaine conception du cinéma classique ou contemporain à l'aune des connaissances transversales que je possède, et si l'envie vous démange, d'échanger autour du 7e art de manière générale. Il en va de soi, je ne recommande que trop la lecture des revues universitaires faites à ce sujet, qui mériterait une exposition plus importante. Le cinéma réflexif, comme les arts fondamentaux, souffre chaque jour un peu plus de la place frivole qu'on lui assigne de force au XXIe siècle. De ce fait, j'espère, à mon échelle la plus microscopique, rendre vivant l'irrévocable place que le cinéma peut couvrir dans l'espace intellectuel. Bouleversé par une guerre cynique, le continent européen est aujourd'hui au cœur de l'opinion publique, où le fondamentalisme religieux compte pour une fois parmi les absents. Comme à chaque conflit d'ampleur, la rationalité est mise en pièces au bénéfice d'un engouement collectif, propre à polariser et à sacraliser le registre de l'émotionnel dans le champ de la géopolitique internationale. S'il faut garder en mémoire qu'une guerre permet la continuation du mode de production capitaliste, à l'arrêt et même à l'agonie depuis la crise du Covid, il est bon de chercher à penser le conflit, c'est-à-dire à prendre de la distance, le replacer dans une chronologie positive, à chercher des motifs dans le passé qui font récurrence et signification. Le modèle de la victime et du bourreau est un schématisme facile, innervé par une rhétorique de propagande active, quel que soit le lieu d'où l'on parle, le camp que l'on cherche à représenter. Par le cinéma, en particulier par l'anneau de crin du réalisateur Wajda, je chercherai à extraire la grille de lecture de l'amalgame manichéen, dans le but d'observer la guerre comme un système complexe, de jeter au feu la rhétorique de l'envahisseur contre l'envahi, sorte de résistance en attente du secours héroïque des forces du bien contre les agents du mal. D'intercaler plutôt la notion d'envahissant, le temps long et insidieux de la guerre que le Girondif souligne si bien. En outre, ce que le projet de Wajda propose, une lecture de la Seconde Guerre mondiale depuis l'épicentre, ici la Pologne et ses nuances révolutionnaires. Bien évidemment, il ne s'agira pas d'établir des comparaisons douteuses, les nazis restent les nazis, et le stalinisme l'apanage de Staline, mais d'observer des phénomènes qui se répètent, de découvrir des leviers pour dévier la compression du déterminisme. L'anneau de crin réactualise les épisodes de résistance intérieure de la Pologne annexée. Soumise à une double pression, l'armée nazie d'une part et son impérium, l'armée soviétique d'autre part dans son extension territoriale. Un entre-deux qui d'ores et déjà brise la tradition majoritairement partisane du film de guerre. Du cuirassé Potemkin, auquel Wajda emprunte un temps son constructivisme, pour mieux le déconstruire, jusqu'aux superproductions américaines ou européennes contemporaines, en passant par le film documentaire. La Seconde Guerre mondiale est un lieu d'expressionnisme, un lieu de convulsion graphique essentiellement réactionnaire, dont l'orientation première est l'indignation, un impératif moral que l'éducation nationale, bien souvent, s'est empressée d'inculquer, et destiné dans sa substance remémorative à placer des garde-fous entre la barbarie racialiste et les nouvelles générations de la paix. Un espace comble qui laisse peu de place à la nuance, nous le voyons, le prive quasiment de paternité et d'agents déterminants, au bénéfice d'une esthétique choc et traumatisante. Puis tournée aujourd'hui en dérision par la jeunesse mondialiste, comme par mesure de rétorsion, histoire de renverser le rapport de force idéologique avec ses aînés. Si les premières minutes sont indubitablement Eisensteiniennes, dans leur manière d'exposer ce qu'il faut penser, la suite du film se décline lentement en roman d'espionnage multidirectionnel,
brouille pistes et personnages autour d'enjeux ambigus. L'identité, trop souvent polarisée dans la tradition manichéenne du film de guerre, se fragmente. Les résistants polonais jouent tour à tour la carte de l'Alliance, cachant oriflamme et emblème, pour se fondre dans le paysage civil, singeant la posture de l'opprimé en attente de sa libération. Mais un projet secret, intérieur, consiste à rassembler ses forces pour libérer la Pologne par ses propres moyens, sans inféodation au régime soviétique. Cette insurrection fait de Marsin plus qu'un agent double, un agent libre, ambivalent, capable de projeter le conflit sur le long terme dans ses motivations globalisantes, à savoir les dimensions temporelles et spatiales de la géopolitique internationale. Un personnage véritablement indépendant, souverainiste, et en ce sens assermenté à son pays. C'est le motif symbolique de l'anneau de crin. Une Pologne indépendante qui ne trouverait parti ni à rejoindre la barbarie nazie, ni le modèle soviétique à l'expansion géostratégique, c'est-à-dire répudier l'envahisseur et l'envahissant. L'avenir juste de la Pologne n'est pas l'aigle d'argent, mais sa couronne, symbole de l'indépendance de la République polonaise qu'il faut conserver. En cela, ni l'aigle nazi, ni la faucille et le marteau ne sauraient le remplacer. Si nous savons que les années qui suivirent la guerre ont consacré l'Union soviétique en Pologne, jusqu'à son délitement en 1989, Wajda propose une uchronie subtile autour de Marsin et de son projet profondément révolutionnaire. Un film fantasmagorique, dont la scène finale rejoint celle d'ouverture, comme si cette fragile voie n'avait dû exister que le temps d'un rêve, d'un intervalle non saisi entre le réel et le réel, le film comme un acte manqué, comprimé entre deux monolithes implacables. Mais cet espace non saisi est un espace à saisir. Le projet de Wajda est précisément celui-ci. Donner à voir l'embryon d'une indépendance et cristalliser la leçon de l'histoire sur la pellicule, préserver le germe de ce qui n'a pas vécu pour des temps à venir. 70 ans plus tard, ce temps est venu, le temps de Poutine et de Zelensky. Cet écho donne du sens à l'actualité. Si les projets sont par nature différents, et rien dans l'histoire n'aurait été plus monstrueux que le nazisme, nous retrouvons la Russie poutinienne dans la posture de l'envahisseur, motivée par l'extension du bloc Est, et justifiée par la reliaison à la communauté russophone d'Ukraine, ancien territoire soviétique. Un impérium territorial qui justifia dans un premier temps l'annexion de la Pologne par le Troisième Reich, ancienne province de la Prusse orientale, sous domination allemande jusqu'au début du XXe siècle. Deux entités que l'Ukraine et la Pologne renieront de bloc, formulant un vœu de résistance pure et simple à l'égard de ce qu'elles sont arbitraires et cyniques. Ces conflits sont linéaires à deux dimensions. Une polarisation schématique relativement simple, tant il suffit de s'accorder avec l'une ou l'autre extrémité du segment pour prendre parti. Mais l'insurrection de Varsovie dessine une troisième dimension, celle de l'envahissant, et légitime une position intermédiaire, celle de la neutralité. Les résistants proches de Marsin sont pertinemment conscients que le recours soviétique est un enlisement. Si l'URSS apparaît comme la solution facile, immédiate, le stalinisme est aussi une machine de guerre redoutable, à l'idéologie expansionniste à l'intérieur de laquelle la Pologne jouerait un rôle de subalterne, et déléguerait son autonomie à des intérêts supranationaux, tout aussi belliqueux. Par extension, cette solution ne bouleverserait en aucun cas le nouvel ordre mondial de la guerre froide en germe, simplement une appartenance au bloc Est qui ne servirait pas les intérêts nationaux et pacifiques de la Pologne. Parallèle tangible avec l'expansion de l'OTAN, dont l'organisation consiste à encercler l'ennemi rouge ex-soviétique et chinois, source première du conflit ukrainien, et plus précisément l'Union européenne, vassale de la superpuissance américaine. Si le rapport bénéfice-perte est tranché dans le court terme, l'appartenance à ces deux organisations relève une continuation du problème géopolitique en cours, dernier revirement de la guerre froide toujours d'actualité au XXIe siècle. Pour l'Ukraine, qui pourrait bien écrire une autre histoire du continent européen par sa neutralité, l'Alliance Atlantiste est un alignement anti-russe dangereux, d'autant plus qu'elle se situe en première ligne, et que la solidité européenne a montré bien ses limites pendant la crise du Covid, et montré d'autant plus ses limites dans le soutien limité qu'elle a offert. Désavantage également, sa position relativement mineure dans l'union surchargée de directives, et impitoyable avec les mauvais élèves productivistes, en témoigne le cas de la Grèce et sa subordination au Fonds monétaire international,
qui a causé une pauvreté longue de 20 ans. Le long terme, la nuance et la subtilité doivent être les principaux registres d'opération pendant la guerre. Les alliances spontanées, que les Occidentaux surarment, ont déjà causé des torts sans précédent, ainsi qu'il a été de l'Arabie Saoudite, de l'Irak et de l'Afghanistan, toutes responsables de l'émergence de la branche wahhabite et Al-Qaïda, dont les répercussions sur le continent européen sont connues de tous. Pour l'Ukraine, pour l'Europe, pour la paix, la solution raisonnable semble rester la neutralité, et la renégociation des frontières, comme peu de dirigeants dans le paysage français semblent réclamer. Les quelques-uns qui osent l'avancer ont à subir l'injure des inféodés à l'Amérique, ou des nihilistes extrémistes qui voient dans le carnage un nouvel espoir complètement illusoire. Qu'aujourd'hui, l'insurrection indépendantiste ukrainienne ose réussir ce que les Polonais ont manqué. Que l'on donne à Marseille une réalité concrète, et plus seulement une parenthèse désenchantée. C'est-à-dire accepter de traiter franchement, directement le fond du problème posé, la sécurité de chaque nation en Europe. D'ailleurs, cette neutralité avait été adoptée par le Parlement de l'Ukraine en 1990, le jour de sa déclaration de souveraineté par 339 voix contre 5. Cette déclaration dit, je cite, que l'Ukraine déclare solennellement son intention d'être un État perpétuellement neutre qui ne participe à aucun bloc militaire. À cette heure, il s'agit de rendre la diplomatie plus profitable que la guerre. Il s'agit de contraindre à la négociation. Et si l'offre en était faite, la contrepartie pourrait être le cessez-le-feu immédiat pour que cesse le martyre des Ukrainiens.